Chapitre 8. Quand une nef touche terre. Îlot technophile à la verticale du champ de Mars. Le Zef descend lentement, comme s'il essayait lui-même de retenir son souffle. Sous nos pieds, la ville tech s'ouvre, blanche, géométrique, silencieuse. Rien à voir avec les falaises vivantes du Havre. Ici, même la brume semble rangée par blocs. Je suis sur la passerelle latérale, harnaché depuis 10 bonnes minutes. Mira me surveille du coin de l'œil. Première mise au sol, apprenti. Garde ton poids centré. Je hoche la tête, le ventre serré. Amarrer le Zef au mât Eiffel, j'ai vu. Mais le poser au sol. La nef n'aime pas ça. Elle le montre déjà. Un frémissement long, désagréable, comme un cheval qui hésite devant l'enclos. La voix d'Aéric retentit dans les haut-parleurs internes, ferme et basse. Stabilisation latérale. Préparez la séquence d'atterrissage. Commande des trains, ouverture. Sous la coque, j'entends le mécanisme s'éveiller. Des jambes métalliques se déploient, lentement, avec un gémissement grave. À travers la paroi souple de la soute, derrière le mugissement des compresseurs des cuves d'hélium poussées à plein régime, j'entends Tibor, plus bas, ricaner. Ah, ma grande, elle aime pas ça, toucher la terre ferme. Le vent, c'est sa maison. Le sol, c'est pour les autres. Je souris malgré moi. Puis le Zef bascule d'un cran, comme s'il se posait dans un fauteuil trop raide. Contact initial, amortisseur, ok, souffle arrière, stabilisé. Nair annonce tout ça d'une voix neutre, mais je reconnais l'étincelle de soulagement. La manœuvre est réussie. La nef expire doucement, comme un combattant qui accepte enfin de s'asseoir. Les passagers sortent en procession parfaitement ordonnée, tech pâle, geste économe, regard fuyant. Ils nous contournent comme si nous étions du mobilier. Je scrute l'esplanade, le cœur qui tambourine un peu trop. J'espérais voir Prune, elle n'est pas là. On n'a vu ni Grondeur et ses wagons en gare, ni l'Alizéa amarrée ou au sol. En revanche, on a aperçu l'Amberlume et la Garance est juste là, posée à côté de nous, nous narguant de sa masse. Tibor se rapproche discrètement. Elle doit être en transit, ou sur un domaine. Les convois font rarement halte au même endroit. Je hoche la tête. Je sais. Mais je n'aime pas la façon dont ce rendez-vous manqué serre la cage de mes côtes. Elle apparaît soudain entre deux silhouettes tech, et c'est comme voir un phare s'allumer dans une brume trop blanche. Plus mince que dans mon souvenir, les cheveux relevés rapidement, pas coiffés pour plaire mais pour tenir. Son noyau, usé, patiné, les taches chimiques sous les poches de son pantalon cargo, signe de batterie trop souvent rechargée. Le gilet sans manches de chef de voie qui ressemble tellement à la veste de capitaine de papa. Mais surtout, ses yeux. Les yeux d'une femme qui dort trop peu et pense trop. Je cours. Elle m'attrape. Un souffle contre mon cou, un instant suspendu. Puis elle se recule, trop vite, et remet une mèche derrière mon oreille, comme pour gommer un geste de faiblesse. Tu as grandi encore, murmure-t-elle. C'est idiot, mais la phrase me fait mal et me rend fier à la fois. Aéric arrive à pas mesurer. Lui aussi regarde Niara, pas comme un amant, pas tout à fait comme un étranger. Niara, Aéric, 2 mots, 2 continents. Ils auraient pu dire 1000 choses entre ces 2 syllabes. Ils n'en disent aucune. En tout cas, aucune que je comprends. Maman? Prune? Niara inspire, doucement. Elle doit être sur un domaine. Le 47 peut-être. J'espérais la voir ici, mais leur cycle a dû être modifié ou retardé. Un éclat passe dans son regard. Un souci qu'elle ne veut pas nommer devant moi. Elle va bien? Oui, oui, bien sûr. Mais sa voix n'a pas la certitude dont j'avais besoin. Aéric, lui, baisse à peine les yeux. Son poing se serre contre sa cuisse. Il a compris avant moi. Cette absence n'est pas normale. On se déplace vers un couloir technique, loin des oreilles tech. Niara parle à voix basse, rapide, précise.
Un signal ressemblant au cumulonimbus a été aperçu avant-hier, au-dessus du Massif central. Il se déplaçait trop vite, et il était trop gros, mais ça ressemblait franchement à sa signature. Et surtout, le signal s'est arrêté. Est-ce qu'il a coupé sa balise, ou est-ce qu'on l'a juste perdu? Je l'ignore. Elle regarde à Eric droit dans les yeux. Ce n'est pas un bruit de météo. Eric ne bronche pas, mais son souffle manque une demi-seconde. Ce n'est pas confirmé, dit-il. Rien n'est confirmé, mais tout pointe dans le même sens. Je murmure, sans réussir à retenir ma voix. Soren? Les deux adultes se taisent. C'est une réponse. Niara se tourne vers moi. Lessia, restez ici. Continuez vos rotations. Rattrapez tout le retard. Prune et le Grondeur ont dû être retardés. Rien de grave. La Lyséa de Méridan aurait prévenu dans le cas contraire. On va continuer à écouter, et si on a d'autres nouvelles, on transmettra. Et non, ma choupinette toute blonde, l'ombre des vents ne te mangera pas ce soir. Elle me fait un grand sourire et ébouriffe mes cheveux. Je recule d'un pas. Ma choupinette. Ça faisait très longtemps. Elle se rappelle combien j'avais peur de ce conte. L'un des préférés de grand-père Esto. Elle ignore que j'en fais encore des cauchemars, même maintenant, quand je dors dans la soute, dans mon hamac. Non, je veux continuer. Je veux suivre cette piste. Je veux aider. Aéric ferme les yeux une seconde, pas longtemps, juste assez pour que je vois qu'il souffre. Demain, on repart. Mais il hésite. On fera un détour par le Havre. Je veux m'assurer que tout est en ordre. Niara le regarde. Une vieille douleur passe entre eux. Tu devrais continuer ta mission, Eric. Je suis capitaine, pas aveugle. Je ne sais pas si c'est un reproche ou une manière de dire qu'il a peur pour nous. Peut-être les deux. Le Zeph repose au sol depuis à peine 2 heures, mais on dirait qu'il a vieilli de 10 ans. Les bottes tech tournent autour de lui comme des insectes métalliques, sondant, scannant, inspectant chaque centimètre de coque. Des bras articulés nettoient les voiles, des senseurs passent sur les cuves comme des mains froides. Ça m'agace, ça m'inquiète. Ça me rappelle l'ascenseur SAS. La soute a l'air triste, un peu avachie, et la luxueuse nacelle cargo de notre famille me semble démodée, rafistolée et brinque-ballante dans cet univers de métal poli et de carbone mat. Mira pose une main sur ma nuque. Ils ne l'abîmeront pas, Lessia. Ils n'oseraient pas. Le Zeph, c'est notre maison. Pour eux, c'est juste. Impatient. Elle sourit, un sourire fatigué. Et c'est normal. Regardons les choses en face. On lui a tiré dessus ces derniers jours. Le repos lui fera du bien. Un bruit sourd derrière nous. Johan Massette descend la rampe principale en râlant contre un bot, le doigt planté comme une dague dans sa direction. Hé, pas touche aux stabilisateurs latéraux. J'ai déjà resserré ça 3 fois aujourd'hui. Erreur, calibration, mise à jour requise, répond le bot, d'une voix trop calme. La mise à jour, c'est moi, rugit Johan. Je retiens un rire. Même Mira sourit. Johan promet au bot de le mettre à jour à sa manière s'il continue. Celui-ci semble reculer. Le Zeph est au sol, mais l'équipage ne l'est jamais vraiment. À côté, Nervalmer termine de sécuriser les câbles auxiliaires. Il me lance un regard. Debout, apprenti. Il est temps de passer la douane. Je fronce les sourcils. Encore? Mais j'ai déjà... L'ascenseur? C'était il y a 3 jours. Des fois que t'es chopé un truc entre-temps. Mira renchérit, plus douce. Pas le choix. Pour aller en ville, il faut passer par leur sas. C'est leur manière de dire bonjour. Elle cligne de l'œil. Très tech. On avance ensemble vers la zone sanitaire. Une tente, sur le champ de Mars, comme un hôpital de guerre qui n'aurait jamais été déplacé depuis sa mise en œuvre. Un peu trop propre, un peu trop froid. Au plafond, des grilles diffusent une brume presque transparente. L'air sent comme l'ascenseur, mais en plus fort. C'est désagréable, lâchai-je. Ner éclate d'un rire bref. Tu t'y feras pas, et nous non plus. Il baisse la voix. Les techs ont peur de ce qui n'est pas eux. Alors, ils nettoient, ils scannent, ils filtrent. Ils veulent contrôler ce qui nous échappe. Mira. Ici, tout le monde passe, même les châtelains.
Sauf les bots, bien sûr. Les machines ne sont pas vivantes, alors ça ne les inquiète pas. Elles sont toujours considérées comme propres. Une lumière bleutée balaye mon corps. Un picotement dans la gorge. Une sensation étrange, comme si ma peau se resserrait sur mes os. Puis une voix. Visiteur valide, aucun germe non indexé. Passage autorisé. Je souffle. Mira pose une main sur mon épaule. Bienvenue en ville. La ville s'ouvre comme un décor trop parfait. Lumière claire, bâtiments blancs, des flux de gens qui se déplacent comme s'ils suivaient des lignes invisibles. Je sors de mon harnais les lunettes et le communicateur que Tess m'a offert. À nouveau, mes lunettes ERA s'activent. Interface visiteur réactivée. Des couches de couleurs surgissent, des symboles, des pubs, des itinéraires, des bulles d'information au-dessus de chaque personne. Je demande. Elles sont censées être rendues, ces lunettes, ou je les ai achetées? Ner éclate de rire. Ah, question classique de newbie. Avec les techs, c'est toujours un achat, même quand tu crois que c'est un prêt. Et toujours une location, même quand tu crois que ça t'appartient. Mira ajoute. Garde-les, de toute façon, ils ne vont pas venir les chercher. Les techs ne dépensent jamais pour récupérer quelque chose plus que ce que ça leur a coûté à produire. Et pour 3 bouts de plastique bon marché et une puce IA de premier niveau, je peux te dire que c'était amorti avant même la sortie de l'usine. Le restaurant est une enclave presque chaleureuse au milieu du froid tech. Un vieux bâtiment de pierre, probablement un reste d'avant, aujourd'hui serti d'écrans lumineux comme un bijou trop moderne. L'Amberlume est en gare à quelques centaines de mètres. Les équipages du convoi ont déjà investi les tables. Johan discute bruyamment avec une responsable des systèmes de refroidissement de l'Amberlume. Mira commande une boisson rouge pétillante. Ner et Farce refont la manœuvre de détention des voiles avec des gestes tellement exagérés que même les techs assis non loin lèvent un sourcil. Je souris. Je me sens presque légère pour la première fois depuis des jours. Puis, une absence me frappe. Une silhouette manquante. Une voix manquante. Où est Tibor? Ner cesse de rire. Mira baisse les yeux. Farce resserre son verre. C'est Mira qui répond doucement. Il préfère rester avec le Zef. Il dit qu'il respire mieux quand il dort près d'elle. Ner, plus franc. Et puis, les sas, ça le fatigue. Tu l'as vu, il parle encore plus que d'habitude quand il en sort. Mon cœur se serre sans trop savoir pourquoi. Je me sens plus à l'aise quand il est là. On change de sujet. Pas par désintérêt, par pudeur. La brume nocturne tombe comme une couverture sur les rues tech. Le restaurant se vide, les équipages des nefs éclatent de rire. Des ferreux sortent des instruments, la musique résonne. Des matelots de la Garance se lancent dans une série d'acrobaties sur les tables. Je vois des bots serveurs qui paniquent, ne savent pas s'ils doivent appeler la sécurité ou applaudir de leurs appendices métalliques. Plus tard, nous sommes de nouveau en direction du Champ de Mars. Je guide notre petit groupe dans la nuit grâce à la ERA de mes lunettes en plastique bon marché louées achetées. Mira me glisse. Demain, grosse journée. Inspection complète. Coordination avec les ingénieurs, retention des voiles principales, recharge finale des cuves. Et puis, le départ. Ner ajoute, en s'étirant. Si tu veux mon avis, avec ce que Niara et le capitaine se sont dit, la suite du voyage ne sera pas un trajet tranquille. Je crois qu'il veut qu'on fasse un crochet par le Havre et elle lui a rappelé fermement les engagements du Zef. Un bel avis de tempête. Je ne réponds pas. Il reprend, un peu gêné. Pardon, petite. J'ai un peu trop bu. J'ai oublié que, par rapport au capitaine, à Eric, et Niara, tout ça. Je resserre ma veste. Je hausse les épaules et souris. Le Zef apparaît au loin, massif, fier, réparé par des bottes qui s'affairent encore autour de lui.